Salut à tous, la team OL, au même show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin ensoleillé du côté de Lyon. Ça fait plaisir, on est fin octobre, il fait toujours beau, ils annoncent 23 degrés. On est vraiment pas mal du tout, regardez ce panorama derrière moi. Hop. Ah, Fourvière. Vous avez de l'autre côté, vous avez la Part-Dieu, tout ça. C'est très très beau. Nous sommes à la Croix-Rousse, vous le savez. Je suis chauvin, j'adore la Croix-Rousse. Et c'est pour ça que j'adore ça. Voilà. Ça c'est beau. J'espère les gones que vous avez mis vos pendules à l'heure. Puisque nous changeons d'heure, c'est l'heure d'hiver. Vous avez pu dormir 1 heure de plus. Moi non, puisque j'ai un enfant à domicile. Donc pour tout vous dire, normalement il se lève à 7h, et bien là c'était 6h, mais il était dans sa tête 7h, vous avez compris, voilà, je suis debout depuis un moment déjà, c'est dimanche, c'est comme ça, mais voilà, c'est la vie les gones. En tout cas, l'OL n'a pas remis les pendules à l'heure, ou en tout cas, dans le jeu, les pendules ne sont toujours pas à l'heure, mais en tout cas, les gones, 3 points ont été pris, et je crois que c'est le plus important, et d'ailleurs, moi qui n'avais pas eu trop le nez creux contre Benfica, eh bien là je vous ai donné la victoire de l'Olympique Lyonnais et le score 2-0 pour ceux qui ont parié sur le score juste. Vous devez être aujourd'hui millionnaire. Non, je déconne, mais en tout cas voilà, comme je vous ai dit, un match de l'OL plutôt pauvre dans le jeu, on va pas se mentir, on s'est encore une fois emmerdé à regarder ce match, mais le plus important c'était de récupérer une victoire qu'on attendait depuis le match contre Angers en championnat. Ces choses faites, le plus dur a été fait par l'Olympique Lyonnais, récupérer les 3 points espérés dans la course au maintien contre un concurrent direct qui est le FC Metz, 2-0 pour l'OL. Un match vraiment faible dans le jeu en première mi-temps, ça a été... Bon, il y a eu quelques mouvements intéressants, on va pas cracher dans la soupe non plus, il y a eu quelques mouvements intéressants en première mi-temps. On a vu quelques bribes de ce que voudrait faire Rudy Garcia dans le jeu. On a vu quelques triangles intéressants, on a vu quelques prises d'initiative intéressantes, mais ça n'a pas non plus été glorieux. Moi, si je résume un peu ce match, c'est uniquement à cette première mi-temps, puisque la deuxième mi-temps a été plutôt soporifique. Voilà, on a fait le score en première mi-temps. Un Rudy Garcia qui avait aligné un 4-4-2 mais qui pouvait se transformer plutôt en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 selon la configuration offensive ou défensive. Alors moi j'attendais et nous attendions un milieu à 3 entre Mendes en sentinelle, Jeffrey Adelaide à droite et Oussem Aouar à gauche. Eh bien non, donc on a eu un Anto Lopez dans les cages, mais pas capitaine, puisque c'était Memphis Depay qui avait été choisi. Le capitana continue de tourner entre les joueurs. Donc 4-4-2 avec en défense centrale Denayer et Andersen qui revient dans le 11 titulaire après un match plutôt moyen de Marcelo à Benfica. À droite Léo Dubois, à gauche Koné. Au milieu de terrain, eh bien, un double pivot Touzard, totem d'immunité, et Thiago Mendes. À droite, Jeffrey Adelaide revient dans le 11 de départ, ça ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. À gauche, Oussem Aouar. Et puis une attaque à 2 entre Moussa Dembélé et Memphis Depay, c'est quelque chose qui tient à cœur à Rudy Garcia d'aligner les 2 joueurs. Mais dans les faits, quand vous regardez la position moyenne des joueurs que j'ai vu, donc on était placé plutôt assez haut sur le terrain, c'est un 2-4-2-2-2 comme Denayer et Andersen, pardon. La ligne de 4 avec voilà notre milieu de terrain et notre double pivot composé ensuite sur les côtés de Dubois et Koné. Le 2 avec Jeffrey Adelaide et... Je bloque. Bref, c'était un 4-2-2, un 2-4-2-2. Bref, je ne suis pas très bien réveillé, les gones. Veuillez m'en excuser, je ne couperai pas ça en montage, mais c'est pas grave. Bref, les gones, on en va aux statistiques générales de ce match. C'est là où on peut
un petit peu mieux analyser cette performance. 18 tirs côté lyonnais quand même, hein, contre 16 tirs côté messin. On a laissé 16 fois les messins tirer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va devoir un petit peu modifier. 7 cadrés pour l'Olympique lyonnais. C'est un poil mieux, mais c'est moins de la moitié des tirs cadrés quand même. 3 cadrés seulement pour les messins. Et là où j'aimerais que ça évolue, et plutôt dans le bon sens, c'est au niveau des passes réussies dans le dernier tiers. Puisque c'est là ce qui nous faisait défaut sous Silvino en début de saison. Ça s'était un petit peu amélioré avec le match contre Dijon notamment. Mais là, on retombe un petit peu dans nos travers. Et c'est ce qu'on a pu voir un petit peu globalement dans le match. C'est cette incapacité dans le dernier tiers à créer le danger. Et on a fait 86 passes réussies dans le dernier tiers contre 67 côté messin. Vous voyez, les messins ne sont pas très loin de nous. Et c'est là où ça me fait flipper. Pour moi, un vrai match dans lequel on domine, c'est un match dans lequel on n'a plus de 100 passes réussies dans le dernier tiers. Là, on est à moins de 100 passes réussies dans le dernier tiers contre un adversaire, il faut le dire, faible hier. On se fait un poil peur en seconde mi-temps, mais contre un adversaire très faible. Donc là, ça me plaît que très moyennement. Au niveau des centres, on a centré 19 fois. Plutôt bien, mais on n'a pas eu cette réussite encore une fois dans les centres. Et ça me chagrine encore un petit peu. 5 centre uniquement côté messin. Au niveau des tacles, c'était une rencontre plutôt engagée. Et là aussi, ça me chagrine un peu. C'est qu'on a réussi 21 tacles et Metz a réussi 31 tacles. Donc ils ont mis un petit peu plus d'agressivité que nous. Peut-être parce que la physionomie du match, où ils étaient quand même un petit peu dominés, eh bien, a fait qu'ils ont dû plus tacler. Mais moi, ça m'embête un peu aussi, le nombre de tacles réussis par Metz. Ce qui m'embête encore plus dans les statistiques du match, c'est la possession dans le camp adverse. Eh bien 48% de possession seulement dans le camp messin. Et là on est battu par le FC Metz dans la possession dans le camp adverse. Ils ont possédé 52% de possession dans notre camp pour les messins. Et ça aussi, ça me chagrine. Oui, je vous le dis, ça me chagrine. Je trouve que c'est une mauvaise statistique. Au niveau des passes réussies dans la surface, eh bien on a eu pas beaucoup de ballons dans la surface de réparation adverse. 11 ballons seulement, mais on a réussi 8 passes sur ces 11 ballons dans la surface de réparation, ce qui est une statistique intéressante puisqu'on a quasiment 90% de réussite sur ces passes dans la surface de réparation, mais il n'y en a pas assez. 11 passes dans la surface de réparation sur l'ensemble d'un match, ça ne montre pas qu'on est ultra dominateur dans le dernier tiers et notamment dans la surface de réparation. Ça corrobore ce que je vous disais juste avant. Eux, les Messins, eh bien, ils ont eu 18 ballons dans la surface de réparation. Ils ont réussi 9 passes dans cette surface de réparation sur 18, soit la moitié. Ils ont quand même réussi à venir 18 fois dans notre surface, qui est plutôt... voilà, 18 ballons dans la surface adverse alors que vous êtes hyper dominé. Ça aussi, ça me pose souci. Je vous donne les expected goals, 1,94 pour l'Olympique lyonnais. On a été réaliste par rapport à la qualité de nos occasions globales. 0,55 uniquement pour les Messins. Vous voyez, eux n'ont pas été très dangereux. Au niveau des statistiques individuelles, les Gones avec les notes, Anto Lopez, il était attendu un petit peu avec après cette boulette contre Benfica. Il s'est excusé devant les supporters lyonnais à son entrée en jeu dans l'échauffement. Il s'est excusé. Enfin, après, il ne faut pas non plus que voilà, on se victimise. Je pense que Anto Lopez, il doit garder à l'idée que voilà, il doit rester un joueur dominateur, un joueur décisif. C'est un geste de classe de s'excuser auprès des supporters, mais voilà, ne pas rentrer systématiquement dans l'excuse. J'espère qu'il n'aura pas non plus souvent à le faire. En tout cas, Anto Lopez, il n'a pas eu grand-chose à faire. C'était plutôt une soirée très tranquille. Il a fait un arrêt décisif, je crois, c'est en seconde mi-temps contre Maïga. Une belle sortie sur Maïga, mais le reste du temps, il n'a pas été non plus en danger. Je lui mets la note de 6 sur 10. Voilà. Un match de repos pour lui. Denayer, eh bien que j'ai pas trouvé extraordinaire sur la première mi-temps. Je l'ai trouvé plutôt brouillon, plutôt mal placé souvent. Il semblait un peu dans le jus. Pour un joueur qui a été longtemps décisif la saison dernière. Là, depuis son retour de blessure, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est un peu comme l'ensemble de l'équipe. On joue une mi-temps sur 2, 77 passes réussies sur 81, ce qui est plutôt correct. 8 ballons récupérés, record du match et 2 interceptions.
une seconde mi-temps beaucoup plus en vue pour Jason Denayer, où il a pris le jeu de relance de son équipe. Vraiment, il a fait quelques montées un peu saignantes. Jason Denayer, je préfère d'ailleurs voir dans ce registre-là, où il est capable de prendre la relance, de faire une passe verticale, d'aller fixer surtout les joueurs adverses pour ensuite décaler un coéquipier. Ça, je le préfère là-dedans. Donc, je lui mets la note globale de 6 sur 10 à Jason Denayer. Andersen, qui attendait cette titularisation depuis un petit moment, eh bien, il était de retour dans le 11 de départ. 78 passes réussies sur 84, ce qui est plutôt bon. 2 duels aériens offensifs réussis sur 3, ce qui est plutôt bon. 6 ballons récupérés, 5 dégagements. Record du match tout simplement. Un Andersen que j'ai trouvé en première mi-temps discret, comme à son habitude. Beaucoup de latéralité dans son jeu, très peu de prise de risque. Un peu mieux en seconde mi-temps où il a été, voilà, normal, j'ai envie de dire. Il a été correct, il s'est pas mis beaucoup en danger. Bon, il a fait une frappe dans la tribune ou sur le périph', je ne sais plus, du Groupama Stadium. Mais à part ça, voilà, rien à signaler. Beaucoup l'ont trouvé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, saignant, bon, etc. Ne rentrons pas dans les superlatifs, il a été plutôt correct. Voilà, correct. Mais moi, j'attends beaucoup plus d'un joueur de sa trempe, d'un joueur qui a fait une très belle saison la saison dernière avec la Sampdoria en prenant beaucoup plus le jeu à son compte, le jeu de relance. Là, bon, on reste quand même dans la latéralité. Si vous regardez d'ailleurs la trajectoire de ses passes, c'est un fait. Elles sont plutôt latérales et toutes celles qu'il a essayé de jouer vers l'avant ont été manquées. Donc voilà, j'attends un petit peu plus d'Andersen. Et moi, j'attends de voir surtout dans un 4-4-2, dans une défense à 2 contre un adversaire beaucoup plus relevé. Ça aussi, ça sera un vrai test pour lui puisqu'il a été bon, je vous le rappelle, dans une défense à 3. Il se sent un petit peu plus en sécurité. C'est comme quand vous jouez un match de tennis en double. Eh bien, vous êtes plus rassuré que quand vous jouez en simple, puisque la pression s'équilibre. Voilà, moi je joue un petit peu au tennis, c'est comme ça. J'étais un petit peu meilleur dans le double, même si je n'ai jamais été un grand joueur de tennis. Voilà. Léo Dubois, Andersen, je lui mets la note de 6 sur 10, lui aussi. Allez, bon, fait pas de jaloux. Léo Dubois, bien, il fait plutôt un bon match dans sa lignée du match contre Benfica. Beaucoup de débauche d'énergie, beaucoup d'envie d'apporter offensivement, beaucoup l'envie aussi d'être bon défensivement. Il a essayé de garder l'équilibre. 3 passes clés pour lui quand même, pour Léo Dubois, ce qui est plutôt très très bon. Par contre, il y a une statistique qui est affligeante une nouvelle fois pour le joueur qu'il est. Un centreur, un très bon centreur, eh bien, c'est 0 centre réussi sur 6. Ça, c'est très mauvais. 2 duels réussis sur 3 et 3 interceptions, c'est le record du match. Un Léo Dubois qui a été cartonné littéralement par son ancien président en disant que il était capitaine par défaut, mais ça n'a jamais été un meneur d'hommes. C'était un mec qui venait du centre de formation, donc on voulait valoriser ça. Mais c'était au plus une pleureuse. Voilà, quand il ne jouait pas, il allait pleurer. Ce sont les propos de Kita. Ils ne se sont pas quittés en très bons termes, le FC Nantes et Léo Dubois. Beaucoup de ressentiment de la part de son ancien président. Moi, je suis un petit peu d'accord avec lui. Je ne pense pas que ça soit un vrai meneur d'hommes. Léo Dubois, il aimerait être un meneur d'hommes, mais je pense que ce n'est pas le joueur charismatique, le joueur, quand il parle, tout le monde se tait. Non, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un joueur généreux sur le terrain. Il court beaucoup, il a de l'envie, c'est un joueur très sérieux. Mais au moment de centrer et d'être décisif, eh bien, il n'a plus cette lucidité et c'est un petit peu dommage parce que sur ce match-là, il mériterait au moins une passe décisive. Mais il faudrait qu'il soit beaucoup plus précis. Dans le dernier tiers, Léo Dubois, je lui mets la note quand même de 6 sur 10 lui aussi, puisqu'il a fait un match correct. Koné, 61 passes réussies sur 66, qui est plutôt pas mal. Pareil, lui, c'est la même chose. On a vraiment le même problème des latéraux, c'est 0 centre réussi sur 3 tentés. Il va falloir, les gars, faire un atelier spécifique à l'entraînement pour centrer parce que là, c'est catastrophique. 2 duels réussis sur 4 et 6 ballons récupérés pour un Koné que j'ai pas trouvé transcendant une nouvelle fois. Beaucoup d'espace dans son dos. Malheureusement, les Messins, ou heureusement pour nous, étaient eux très brouillons au moment de récupérer les espaces dans le dos. Mais j'ai pas vu un Koné franchement très, très bon. Voilà. Il ne m'a pas non plus impressionné. Quand je vous disais après le match contre Benfica qu'on n'avait pas trouvé encore le
le remplaçant idéal de Mendy. Mendy reste intrinsèquement plus fort. Mendy qui ne joue pas du côté du Real Madrid, hein, dû à une hygiène de vie, je pense, un peu complexe, une adaptation au championnat espagnol complexe, et puis surtout beaucoup de matchs irréguliers de la part du Real Madrid qui ne lui permettent pas de rentrer dans la rotation. On préfère l'expérience, mais voilà, c'était un petit peu mon sentiment sur Mendy. Et puis Koné, voilà, qui peine, hein, qui peine aujourd'hui à s'imposer. Il s'impose naturellement puisque Marsal est beaucoup trop fragile. Ça aussi, il faudra se poser la question d'un joueur qui se pète très régulièrement. Ça, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que c'est une fragilité physique? Est-ce que c'est une fragilité mentale? Est-ce que c'est une hygiène de vie pas bonne? Il va falloir se poser la bonne question. Alors, en tout cas, Koné, lui, est titulaire, j'ai envie de dire par défaut, puisque même s'il a été recruté pour être un titulaire à part entière, aujourd'hui, il ne s'impose pas complètement. Il n'est pas irréprochable à son poste, et il est surtout contestable, Koné. Voilà, moi je compte une équipe pourtant faible, hein, je le redis, le FC Metz n'a rien montré hier, il n'a pas su tirer son épingle du jeu à 100%, et ça m'inquiète aussi. Je lui mets la note de 5 sur 10, allez, la moyenne en tout cas pour Koné. Lucas Touzard, le totem d'immunité, le joueur lyonnais avec Traoré qu'on bâche le plus en ce moment sur les réseaux sociaux. 80 passes réussies sur 84, c'est le record du match. Beaucoup de latérales aussi, beaucoup de passes latérales. Toujours dans ce jeu stéréotypé, Lucas Touzard incapable aujourd'hui de jouer vers l'avant, puisque naturellement dans son jeu il n'est pas amené à faire ça. C'est bien dommage. 4 fautes commises, record du match. Encore une fois, il prend un carton jaune bêtement, avec une faute bête. Il provoque aussi un petit peu de la tension sur le terrain avec cet échauffouré en fin de première mi-temps. Preuve que ce joueur-là n'est pas en confiance, qu'il sent le poids des critiques sur les épaules. Moi, je ne suis toujours pas convaincu par un joueur qui est un travailleur de long, peut-être, par un charognard, peut-être. Mais aujourd'hui, pour un club comme l'Olympique Lyonnais, un club de ce standing-là, ce n'est pas normal d'avoir un joueur comme ça qui est si peu progressé, en tout cas dans l'utilisation du ballon. Moi, je le reconvertirais défenseur central. Et encore, il aurait du mal à la relance, mais en tout cas, il serait un très bon défenseur central, un petit peu, chien fou. Mais aujourd'hui, Lucas Touzard, je pense qu'il a atteint un petit peu un palier lui aussi. Il ne pourra pas passer au-dessus. C'est un joueur qu'il faut prendre comme ça. Si Rudy Garcia le titularise, si Silvinho le titularise, si Bruno Genesio le titularise, ce n'est pas pour rien, parce que c'est un joueur, je pense, de devoir. C'est un joueur qui court beaucoup, un Éthiopien, comme je l'ai dit. C'est un coureur de fond, c'est un tacleur, mais vous voyez, lui, avec son agressivité, il prend un carton jaune assez tôt dans le match. S'il ne se maîtrise pas, derrière, c'est le rouge. On l'a souvent vu la saison passée, notamment contre Paris d'ailleurs, hein, si j'ai en tête, un carton rouge un peu bête pour Lucas Touzard, qui était quand même assez agressif hier. Prestation globale très moyenne contre le FC Metz, les Gones, on le répète jamais assez. Promu, qui n'a rien montré hier. Lucas Touzard, il avait tout le loisir de faire une première masterclass. Non, pas une première, une deuxième masterclass, puisque la première c'était contre Angers, oui. Il avait eu l'occasion de se montrer. Lucas Touzard, je lui mets la note de 4 sur 10, ce qui est pas bon, on va pas se mentir, hein. Lucas Touzard qui ensuite en interview d'après-match a parlé des changements qu'il y avait entre Silvinho et Rudy Garcia. Il a parlé d'un coach made in Ligue 1. Je ne sais pas ce que ça veut dire un coach made in Ligue 1, parce que rappelez-vous quand il avait dû donner un petit peu, décrire son rôle sous Silvinho, il nous avait un petit peu décrit une tactique un peu, on aurait dit qu'il nous décrivait du Guardiola. Et maintenant l'OL est rentré dans le rang avec un entraîneur de Ligue 1 qui connaît les spécificités de la Ligue 1. Voilà, pas de finesse en fait, hein. Un Lucas Touzard qui au final a ce rôle de charognard made in Ligue 1. Voilà, on tacle, on fait des fautes, on ne sait pas relancer. La Ligue 1, quoi, très faible cette Ligue 1 cette saison, c'est encore plus caricatural cette année. Hein, on a 6 points de retard sur le deuxième, avec le début de saison catastrophique qu'on a fait. C'est un miracle, ou en tout cas non, c'est peut-être même pas un miracle les Gones, hein. C'est peut-être tout simplement le vrai niveau de ce championnat, qui ne fait pas partie des championnats majeurs, hein, maintenant pour moi au niveau technique.
C'est quand on dit Kylian Mbappé, il mérite le ballon d'or parce que c'est un formidable buteur, c'était le meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière. Ouais, relativisons quand même, hein, il marque dans un championnat mineur hein, où il y a beaucoup de trous dans les défenses, où le niveau technique n'est pas incroyable. Moi j'attends de voir plutôt un Kylian Mbappé dans un championnat style Première Ligue, même style Liga, parce que là au final finalement sa prestation globale à Kylian Mbappé, elle est dévaluée par rapport à ce championnat-là. Donc on ne connaîtra pas la vraie valeur de ce joueur s'il ne part pas. Bref, nous ne sommes pas sur la chaîne du Paris Saint-Germain, mais plutôt sur la chaîne de l'OL, chaîne de supporters de l'OL. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de Mbappé, mais c'était pour vous parler un petit peu de la Ligue 1. Et j'ai fait surtout une comparaison avec Lucas Touzard. Ouh là 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 là. Bref, je passe à Thiago Mendes. Thiago Mendes, lui aussi, il a beaucoup de choses à prouver. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, l'a beaucoup tensé. Eh bien, 63 passes réussies sur 69, ce qui est plutôt bien. 11 passes réussies dans le dernier tiers sur 14. Correct pour Thiago Mendes. 3 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match, 2 interceptions, 4 dégagements. Un match correct, sans étincelle de la part de Thiago Mendes, qui a plutôt été intéressant dans la relance, dans le travail défensif, mais j'attends beaucoup plus de lui dans la vision du jeu, qui est pour moi eh bien, un domaine dans lequel il devrait exceller par rapport à son coéquipier Lucas Touzard. Eh bien, moi j'ai vu un joueur incapable de prendre l'information avant les autres, de prendre en compte l'environnement global autour de lui, pas capable de jouer surtout en première intention. Ça met des coups de frein dans les virages en plus. Hein. Incapable de jouer en première intention. Moi je trouve que ça reste toujours un ralentisseur de jeu. Alors bon, quand même il fait quelques passes dans le dernier tiers, mais comme je vous dis, on n'a pas été capable de trop porter le danger dans le dernier tiers, et bien ça reste faible. Bon, 2 interceptions, 4 dégagements, c'est plutôt pas mal défensivement, mais moi j'attends beaucoup plus de ce joueur qui m'a chatoyé la saison dernière quand je regardais les matchs de Lille dans une toute autre configuration, je le répète, hein, avec des joueurs très rapides qui prenaient la profondeur. Moi je vois un Thiago Mendes qui est bridé, un Thiago Mendes sur lequel on ne s'appuie pas, ou en tout cas on lui donne peut-être des consignes qu'il ne mette pas dans les meilleures conditions. C'est un joueur qui est très bon sur jeu long, c'est une rampe de lancement, c'est un regista, et là il joue un petit peu dans un rôle hybride dans lequel je pense il ne se sent pas à l'aise, lui qui doit apprendre à parler français. Voilà, ça aussi c'est un vrai défi pour lui. Il doit se développer, mais pour l'instant, ce n'est pas bon pour Thiago Mendes. Moi, c'est pas un joueur qui m'a sublimé, et je le répète une énième fois, ce n'était que le FC Metz en face. Donc c'est pour ça que ça me chagrine encore plus. Je lui mets la note de 4 sur 10 lui aussi, parce que voilà, bon. 4,5. Ah non, je ne peux pas mettre demi-note. Il y en a, vous n'aimez pas les demi-notes. Allez, si je mets une demi-note. 4,5 sur 10, un peu moins que la moyenne pour la prestation globale de Thiago Mendes. Jeffrey Adelaide, celui qui semble être un peu mis de côté par rapport à peut-être son état d'esprit, peut-être son niveau de confiance du moment qui est assez bas. Rudy Garcia qui disait en conférence de presse, j'attends de Jeffrey Adelaide qu'il marque plus. Oui, mais moi, je vais un petit peu me rappeler des propos de Stéphane Moulin. Stéphane Moulin, il connaît parfaitement le joueur qu'il a eu à Angers. Un joueur jeune, un joueur fougueux, un joueur qui en a fait un petit peu qu'à sa tête par moment. Je vous rappelle qu'il a voulu tirer un penalty la saison dernière, je crois que c'était contre Rennes ou Bordeaux. Il a voulu prendre le ballon à un coéquipier qui était chargé de le tirer, qui a été chargé par Stéphane Moulin de le tirer. Il lui a pris les mains, un petit peu comme qui avait été fait entre Neymar et Cavani. Et puis il avait raté ce penalty, sanction immédiate de Moulin. Il le sort du terrain pour lui montrer que c'est pas lui le chef. C'est un joueur qui paraît très intelligent quand il parle, quand il a l'air très posé, mais je pense que c'est un joueur qui a un carafon assez énorme. Et je pense qu'on doit être obligé de le recadrer assez souvent, puisqu'il doit être plein de frustration. Et c'est un joueur, je répète aussi les propos de Stéphane Moulin, il faut lui désacraliser le but, parce que c'est un joueur qui a envie de marquer, qui a envie de se projeter vers l'avant, mais le but le stresse, le but le bride, et le fait qu'il n'arrive pas à marquer, ça le met encore plus en dedans. C'est exactement
ce que disait un de ses formateurs et surtout un de ses sélectionneurs quand il était dans les équipes de France de jeunes. Jeffrey Adelaide, il est trop obsédé par le but et à force d'être obsédé par le but, il ne marque plus et il retombe un petit peu dans ses travers. Stéphane Moulin qui avait réussi à trouver, selon lui, la position préférentielle de Jeffrey Adelaide, là où il était le meilleur en fin de saison dernière avec Angers, c'est ce poste de relayeur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On utilise Jeffrey Adelaide sur un poste d'ailier droit qu'il est capable de faire, de le prendre, ce côté droit. Mais voilà, on retombe un petit peu dans les travers de il est le meilleur où, notre ami Jeffrey Adelaide? Où est-ce qu'il est le meilleur? À droite, relayeur, avant-centre? Voilà, on ne sait pas. Lui non plus, donc au final, il se dit que jouer à droite, c'est mieux que ne pas jouer du tout. Donc, il est encore une fois sur un poste hybride. Ailier droit, revenir dans le cœur du jeu, enfin bref, il ne sait pas où il est. Mais ça, aujourd'hui, à 21, 22 ans, je ne sais plus quel âge il a, ne pas connaître sa position préférentielle sur un terrain, c'est quand même aussi inquiétant. C'est pas quelque chose, je pense, qui va lui servir. Il faut l'installer dans un poste, lui donner des consignes précises et ça ira tout de suite un peu mieux. Rudy Garcia, là, il lui remet un petit peu de pression à Jeffrey Adelaide, il lui met de la pression, il lui demande de marquer plus et qu'est-ce que ça va faire? Ça va le brider. D'ailleurs, il n'a pas marqué hier. 18 passes réussies dans le dernier tiers sur 19, c'est le record du match. Pour lui, 3 duels réussis sur 5, 3 fautes commises et puis c'est tout. Un match où il a pu montrer qu'il avait une capacité d'élimination, de dribble, ça a bougé, une capacité de dribble et d'élimination très bonne, qu'il savait prendre de l'espace, mais par contre, il faut qu'il gagne en maturité dans son jeu. Pour moi, c'est quand même un lapin de 3 semaines. On est face au FC Metz, c'est à sa portée lui aussi. Mais bon, comme il a la pression de son entraîneur, qu'il se dit qu'il faut absolument qu'il réussisse pour rester dans l'équipe, ça le bride, etc. Et hier, moi, j'ai pas vu un Jeffrey Adelaide capable d'aller marquer. Pas de passe clé pour lui non plus. Je crois qu'il ne s'est pas créé d'occasion même. Donc c'est un match très moyen au final pour Jeffrey Adelaide qui est largement en dessous de son potentiel. Il va falloir le façonner. C'est un garçon de talent, mais voilà, je crois qu'il est dans une équipe qui n'a pas le temps, les gones, qui n'a pas le temps de gamberger. Et lui, il gamberge. Donc je lui mets la note de 4 sur 10, moins de la moyenne. Je suis désolé, je n'ai pas été très satisfait de sa prestation. Oussem Aouar, dans les 5 meilleurs joueurs du match par catégorie, il n'y a rien. Voilà. Oussem Aouar qui a pourtant fait 2 matchs de bonne facture, que ce soit contre Dijon, que ce soit contre Benfica, même si je l'ai préféré en deuxième mi-temps contre Benfica, là, il traverse ce match comme un fantôme. Il retombe dans ses travers, je pense que ce sont des travers physiques. Il fait 2 matchs à fond et il est foutu après. Il est cramé physiquement. Voilà, moi je pense que c'est pas un problème mental pour Oussem Aouar là-dessus, c'est un problème physique. Il ne peut pas courir. Il n'a rien apporté hier, il a traversé ce match vraiment comme un fantôme. Pour moi, c'était le moins bon joueur de ce match. Pourtant, on en attend tellement. Pareil, lui aussi, est-ce qu'il n'atteint pas un palier? Lui qui, dans un domaine statistique, il fait partie des 40 joueurs qui font le plus de passes progressives vers l'avant et qui font le plus de courses progressives vers l'avant. Sur les 5 grands championnats, il se classe 28e sur 40. Il est 2e français derrière Ribéry et devant Pogba. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt une belle stat. Mais alors sur ce match-là, beaucoup de mal pour un Oussem Aouar que moi j'attends beaucoup plus régulier. Ça fait longtemps que je le dis, même la saison dernière. Tant qu'il n'aura pas trouvé de la régularité dans son jeu, tant qu'il n'aura pas trouvé le moyen d'être régulièrement physiquement apte, ça ne pourra pas fonctionner. Oussem Aouar, il a besoin d'avoir du jus pour faire ce qu'il fait, pour faire des courses entre les lignes, pour faire jouer ses partenaires. Là, hier, c'était une parodie. Donc, je lui mets la note de 2 sur 10, puisque pour moi, c'est le moins bon joueur lyonnais de ce match. Dembélé, pareil, lui aussi, il est un petit peu dans la nasse depuis qu'il avait été mis sur le banc par Silvinho. Moi, je ne retrouve pas le Dembélé que j'ai connu en début de saison. Le Dembélé capable d'être décisif. Il a marqué sur penalty, certes, mais dans le jeu, à part 2 passes clés, 4 duels offensifs réussis sur 4 au corps du match, je n'ai pas vu un grand Dembélé capable
eh bien de marquer, de peser sur cette défense messine, qui est pourtant loin d'être une défense extraordinaire. J'attends plus de Moussa Dembélé, c'est pareil que Oussem Aouar, lui aussi il faut qu'il gagne en régularité. Voilà, Bernard Lacombe l'avait caressé dans le sens du poil. Et depuis, pas grand chose pour Moussa qui doit vraiment se mettre au turbin. Je ne sais pas, peut-être travailler ses courses différemment, peut-être travailler pour essayer de participer un peu plus au jeu. Il s'est marché dessus avec Memphis Depay. Je lui mets la note quand même de 6 sur 10. Il a quand même marqué sur penalty. Et on finit par, pour moi, l'homme du match. Memphis, capitaine de cette équipe lyonnaise. Il a rendu une belle partition, surtout en première mi-temps. 4 passes clés quand même à son actif, record du match. Il fait jouer ses partenaires. C'est un joueur quand même assez particulier. 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 21 tentés. 2 centres réussis sur 3, record du match. 4 duels réussis sur 6, record du match aussi. Et puis un but, un superbe but pour Memphis Depay, où il a pris ses responsabilités tout seul. Il a pris le ballon, il a dribblé les plots messins et il est parti surtout marquer un formidable but. Il a une capacité de dribble assez incroyable, Memphis Depay, face à des équipes moyennes. Et il a sonné un petit peu la révolte dans un moment où franchement, on n'était pas à la fête, où on se faisait chier très clairement. Et il a été un petit peu cette étoile dans la nuit. Voilà, c'est comme ça que je le définis. Étoile dans la nuit, voilà, il s'est dit, le capitana, il faut que je monte, si j'ai le capitana, il faut que je monte quelque chose. Il a essayé de montrer quelque chose. Il l'a fait de très belle manière, Memphis Depay. Il a été capable quand même de marquer ce but. Déclic, parce que franchement, avant ce but, les gars, voilà, pas terrible du tout. Il a tenu vraiment des propos après le match fédérateur, mobilisateur, si je puis dire. Il parle même d'une équipe qui aurait pu marquer 5 ou 6 buts. Oui. On aurait pu dans les faits. J'ai une mouche qui s'est mise contre moi. Bref, voilà un discours où il dit que chaque joueur aujourd'hui qui appartient à l'Olympique Lyonnais doit vouloir rentrer sur le terrain avec l'envie de faire la différence. C'est loin d'être le cas, mais en tout cas, on sent un Memphis Depay beaucoup plus impliqué à l'Olympique Lyonnais cette saison que la saison dernière. Avec, je crois, il a 8 buts au compteur, c'est quand même plutôt pas mal, c'est notre meilleur buteur. Il y a 2 buteurs en fait dans ce club, lui et Moussa Dembélé, le reste... Les abonnés absents, les gones, voilà, ils semblent être plus impliqués. Je préfère ça à l'OL. Je me fais chier à l'OL. Je préfère aller dans un grand club. Il sait que s'il veut aller dans un grand club, il a intérêt à être plutôt performant sur le terrain, en dehors, surtout dans l'état d'esprit, se donner à 100%. Donc ça, je préfère ce discours-là. Memphis Depay, capitaine, oui, mais il va falloir qu'il apprenne le français. Ça, c'est quelque chose de très étonnant. Ces joueurs-là qui n'apprennent pas le français ou qui ne connaissent rien. Le journaliste a essayé de le faire parler français, j'ai rien entendu. Il est passé directement en anglais. Ça me chagrine aussi un petit peu. Mais bon, voilà, hier, il a fait quand même une belle prestation. Memphis Depay, ça fait 32 minutes que je vous parle. Je suis très long, je suis désolé les gones. Je vais m'arrêter là pour ce match. Voilà, j'attends vos commentaires, toujours avisés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, j'ai pas donné la note de Memphis Depay. Je lui mets la note de 8 sur 10 à Memphis. Dites-moi vous ce que vous metteriez un petit peu comme note. Qui était le meilleur joueur? Qui était le joueur le plus infâme que vous ayez vu sur la pelouse hier? Voilà, est-ce que vous êtes quand même content des 3 points? Dites-moi tout. Prochain match de l'Olympique Lyonnais, ça sera contre Toulouse. On a une semaine pour préparer ce déplacement et essayer de faire une petite série, de faire une deuxième victoire consécutive. Merci en tout cas les gones de me suivre de plus en plus nombreux. Petit clin d'œil à Corentin que j'ai rencontré, qui a été très sympathique. D'ailleurs, si vous me croisez en ville, n'hésitez pas à venir me parler, ça me fait toujours très plaisir. Merci en tout cas de votre fidélité. Maxence, qui est son copain, je le salue aussi. Voilà, c'était mes petites dédicaces à la fin de ma vidéo. Pardon, je bafouille. J'ai la bouche très sèche, donc il va falloir que je boive un petit coup. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité, merci de tous vos messages. Je vous kiffe les gones. Eh bien, regardez ce panorama, profitez de votre dimanche. Il fait beau, je pense, un peu de partout. C'est l'été indien qui se poursuit, 23 degrés du côté de Lyon, avant de rentrer peut-être un peu plus dans l'automne hivernal. Voilà, c'est comme ça que je puis le dire. À très très vite les gones, très bon dimanche à vous. Dans le Canal Football Club, il y a Memphis aussi. Ciao, ciao, ciao.